à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce milieu de semaine sur Monaco Info. Voici le sommaire de cette nouvelle édition. Comme régulièrement depuis quelques semaines, nous ferons un point de situation sur les mesures prises en principauté pour lutter contre le coronavirus. Un point presse au ministère d'État a eu lieu ce mercredi matin. Nous irons ensuite à la rencontre de la communauté italienne en principauté pour voir comment ils vivent la situation. Plusieurs mesures sont adoptées par le gouvernement princier. Les transports en commun sont souvent montrés du doigt pour la proximité des passagers. Une grande campagne de désinfection des autobus de la CAM est entamée. Et en fin d'édition, nous vous amènerons dans les cuisines du Grill à la rencontre de son sous-chef Jean-Philippe Bérins, candidat à l'édition 2020 de Top Chef. Je vous en parlais en titre, ce journal reviendra largement sur les différentes mesures prises en principauté pour lutter contre le Covid-19. Un point presse était donné ce mercredi matin par le gouvernement princier. Les explications de Patricia Navarro. Alors que l'épidémie de coronavirus s'étend un peu partout dans le monde, le gouvernement l'a confirmé. À ce jour, toujours un seul cas positif a été dépisté à Monaco. Cela remonte à une dizaine de jours et depuis, le patient a pu regagner son domicile où il achève sa période de confinement. En principauté, le CHPG reste le centre névralgique du dispositif. L'hôpital est totalement engagé, évidemment. Donc je rappelle que la procédure consiste à ne pas aller chez son médecin, ne pas aller à l'hôpital, mais on fait le 18 ou le 112, les pompiers, qui mettent en œuvre comme ça une régulation en lien avec le CHPG justement. Et si la régulation prévoit que le patient doit venir à l'hôpital, il est pris en compte, il est isolé, il est le cas échéant prélevé, et ensuite on attend les résultats du test, c'est-à-dire entre 6 et 8 heures selon la situation. Et si la première conséquence mondiale est sanitaire, l'économie est touchée de plein fouet, et c'est le cas aussi à Monaco où les principaux secteurs impactés sont le tourisme et l'événementiel. Pas de décision prise à cette heure pour la tenue du tournoi de tennis, des Rolex Masters ou du Grand Prix de Formule 1. De nombreuses manifestations sont reportées, mais des mesures ont été prises pour soutenir les entreprises. Nous envisageons, avec effet très rapide, dans les prochaines 24 heures, de doter le Welcome Office d'un point d'accès pour les entrepreneurs qui souhaiteraient faire part des difficultés temporaires qu'ils rencontrent. Ce dispositif va nous amener à créer une adresse mail dédiée, Covid-19 entreprise au pluriel, @gouv.mc. Et le numéro de téléphone, c'est un numéro de téléphone au Welcome Office, 98 3 fois 99. Et puis donc les dossiers seront reçus et ils seront examinés et traités par une commission, si j'ose dire, qui s'est déjà réunie et a déjà statué par le passé en cas de crise, notamment lors de la crise financière de 2008, qui s'appelle la COMED et qui a pour vocation à venir en aide aux entreprises en difficulté. Les salariés, eux aussi, vont bénéficier d'un accompagnement dès lors qu'ils seront confinés et ne pourront pas travailler. Ils recevront des indemnités journalières équivalentes à 50% de leur salaire, le Fonds social se chargeant de couvrir le différentiel au nom de la solidarité nationale. Dans le domaine des transports, la vigilance est de mise. Une prise de température sera effectuée sur les voyageurs aériens de retour de zones à risque, alors que les voies maritimes sont également contrôlées. Au niveau des affaires maritimes, c'est-à-dire que interdiction pour tout navire de croisière voulant venir soit dans le port de Monaco, soit accostés dans les eaux territoriales monégasques, sont interdites à partir d'aujourd'hui jusqu'à nouvel ordre en principauté de Monaco dans ces eaux territoriales. Voilà, en fonction de l'évolution de la situation pour éviter que des bus chargés de très nombreux passagers dans des provenances plus ou moins différentes puissent venir en principauté de Monaco. Plus généralement, au-delà des mesures très concrètes prises pour freiner la propagation du virus, le ministre d'État l'a souligné, ce sont bien la mobilisation et le civisme de tous qui permettront avant tout de juguler la crise sanitaire. Cet appel au sens civique est un appel important parce qu'il concerne bien évidemment la protection directe de soi-même, mais aussi des autres. C'est-à-dire que l'action de chacun a pour conséquence d'être évidemment protectrice de la personne, mais également protectrice des autres. Et c'est cela que les gens aujourd'hui comprennent en principauté, puisque la principauté est toujours dans cette situation
épidémique qu'on appelle situation 1 renforcée, et nous ne sommes pas encore en train d'être entraînés dans une circulation excessive de ce virus. Et c'est notamment le cas lorsqu'il s'agit des personnes âgées qui sont tout particulièrement vulnérables face au coronavirus. Il est demandé d'agir avec raison et prudence pour ne pas leur transmettre le virus. Les établissements de prise en charge des aînés ont décidé de suspendre les animations avec intervenants extérieurs et de procéder à une minutieuse désinfection des personnes amenées à être à leur contact. Et justement, le gouvernement princier et le Conseil national se sont réunis hier soir pour évoquer différents sujets liés au coronavirus. Le rôle du Conseil national est de faire remonter les attentes de la population. Et face aux inquiétudes de l'opinion publique, plusieurs mesures d'urgence ont donc été demandées par les élus au gouvernement. Nous y reviendrons plus longuement dans notre prochaine édition. Le Conseil national a donné un point presse aujourd'hui et vous pourrez donc entendre le président du Conseil national, Stéphane Valéry, à ce propos dans notre édition de jeudi dès 19h. Restons justement dans la thématique liée au Covid-19 à travers le prisme cette fois-ci des Italiens qui résident en principauté. Comment vivent-ils la situation? Quelles sont les actions mises en place par l'ambassade d'Italie à Monaco? Élément de réponse avec Sandrine Nègre. Par décret, le gouvernement italien établit notamment l'interdiction de tout déplacement à l'intérieur de l'Italie, à l'exception de déplacements nécessaires pour des raisons médicales ou des raisons professionnelles motivées, par exemple. Les salariés qui vivent en Italie et qui travaillent à Monaco peuvent donc continuer à venir. Le gouvernement monégasque en appelle à leur civisme si bien sûr des symptômes apparaissaient. Il y a un lien très fort ce moment avec les autorités italiennes et aussi avec les autorités monégasques. Informer les Italiens qui habitent à Monaco, bien sûr, des mesures prises en Italie, informer les autorités monégasques, être toujours en contact parce que c'est une bataille qu'il faut gagner tous ensemble. Il n'y a pas de frontières pour le virus. Bien sûr, il y a une préoccupation. On cherche à expliquer la situation telle qu'elle est et on donne des renseignements. Bien sûr, tout le monde est connecté aujourd'hui, donc, mais bien sûr, l'ambassade a son propre site, il a des informations. On est en contact tout le temps avec les résidents et on cherche à donner des messages de ne pas paniquer, mais de prendre des mesures strictes comme ont été conseillées par le gouvernement. Et vous l'imaginez, ces mesures sont aussi relayées par le Comites, le comité des Italiens de l'étranger à Monaco, présidé par Reggio Greggio. Vous savez, l'Italie s'est bloquée et jusqu'au 3 avril, on ne peut pas sortir, on ne peut pas entrer, except pour... heureusement, les personnes italiennes qui travaillent ici à Monaco, ils sont autorisés à venir. C'est une situation compliquée aussi pour l'économie, mais pour nous qui habitons ici, pour les Italiens qui sont ici et qui vivent ici, qui travaillent ici, il y a des problèmes qui réfléchissent un petit peu aussi à Monaco, mais pas aussi compliqué comme pour les Italiens qui sont en Italie et doivent rester à la maison. Tous ces renseignements sont aussi visibles selon l'évolution de la situation sur ce site internet dont l'adresse apparaît sur vos écrans. Cela a été évoqué lors du point presse du gouvernement. Les transports en commun sont un lieu sensible. La compagnie des autobus de Monaco a donc choisi, elle aussi, de se mobiliser face au coronavirus. Une grande campagne de désinfection est organisée. Christine Latomel est allée voir comment cela se déroule. Au cœur du point de dépôt de la CAM, ce sont 32 autobus qui sont nettoyés tous les soirs, intérieurs et extérieurs, à la fin de leur journée de travail. Néanmoins, depuis l'apparition du coronavirus, différentes mesures ont été prises au sein de l'entreprise afin de rassurer les passagers, mais surtout pour éviter la propagation du virus. Depuis 11 jours maintenant, on a rajouté à notre procédure habituelle un produit virucide qui est mélangé avec les eaux de lavage, puisque nos autobus sont régulièrement, tous les jours, lavés. C'est un des seuls réseaux qui procède de la sorte. Et nous avons rajouté un produit virucide qui sert à la fois pour la partie vitre, les barres, tous les points de contact et aussi les serpillières qui sont passées au sol. Donc on essaie de traiter tous les points de contact
qui peuvent être rencontrés par les voyageurs. À noter qu'à compter de ce jeudi, l'ensemble des autobus mis en circulation en principauté seront également désinfectés à la mi-journée au point de contact comme les poignées ou encore les barres. Aujourd'hui, tout est bien cadré. On essaie de suivre, on est en veille permanente sur les instructions qui proviennent à la fois de la profession et de l'Union internationale des transports publics, mais aussi les instructions qui viennent du gouvernement. Aujourd'hui, les gens sont conscients d'un certain risque, mais les procédures mises en place font que on n'ose pas. Vous pourrez peut-être leur poser la question, mais ils sont en parfaite maîtrise. Ce sont pas moins de 20 000 à 25 000 passagers qui sont enregistrés tous les jours. Cependant, une baisse de la fréquentation a été relevée ces dernières semaines. Et si des distributeurs de gel hydroalcoolique seront mis très prochainement à disposition des passagers, des fiches d'information du gouvernement sont d'ores et déjà diffusées aux arrêts et dans les autobus de la compagnie. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Un hommage aux victimes du terrorisme vient d'être rendu à la Maison de France ce mercredi. Un hommage qui s'est tenu parallèlement à la première cérémonie nationale française à Paris au Trocadéro. Le 11 mars est la journée européenne de commémoration des victimes du terrorisme. Cette journée constitue l'occasion de se souvenir des victimes, d'entourer les survivants et les proches. Lors de cette cérémonie, l'ambassadeur de France a remis la médaille nationale de reconnaissance à monsieur et madame Baccar, tous deux victimes des attentats survenus à Paris en novembre 2015. Vous l'avez peut-être suivi la semaine dernière dans l'émission Top Chef. Le sous-chef du grill de l'Hôtel de Paris, Jean-Philippe Bérin, c'est notre invité de cette semaine. Il revient sur son parcours dans l'émission et sur cette expérience unique. Entretien avec Fabien Bonilla. Et je prends le relais pour notre invité du journal. Aujourd'hui, il s'agit du sous-chef du grill de l'Hôtel de Paris, Jean-Philippe Bérance. Bonjour. Bonjour. Les téléspectateurs commencent peut-être à vous connaître. Les téléspectateurs d'M6 et plus particulièrement de l'émission Top Chef, puisque vous avez participé cette année à la... C'est la 11e ? C'est la 11e saison, oui. La 11e saison de Top Chef. Vous êtes resté 3 semaines. On va en parler. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire dans cette émission ? Pourquoi cette émission ? Parce que vous êtes déjà installé, vous êtes déjà sous-chef du grill. Ce qui m'a poussé à intégrer le concours Top Chef, c'était le challenge. Je pense qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un âge, à 30 ans, où j'ai ce besoin de challenge, ce besoin de ne pas rester sur mes acquis et de me pousser au maximum de mes capacités. Donc c'est vraiment ce qui m'a poussé à le faire. Et vraiment le côté challenge et le côté aventure humaine qui peut être extraordinaire, aller à la rencontre de plein de chefs étoilés, c'est quelque chose de dingue. Qu'est-ce que vous pensiez de l'émission avant de vous inscrire ? Vous étiez déjà fan ? Ce que je pensais de l'émission avant de m'y inscrire, oui, bien sûr, j'étais déjà fan. Moi, c'est une émission avec laquelle j'ai grandi. Ça m'a suivi tout au long de ma carrière. Il y en a eu 11 saisons. J'ai 13 ans de cuisine derrière moi, donc voilà, ça m'a suivi. Et non, c'est un programme que j'apprécie et que j'adore, et aujourd'hui qui est reconnu dans le monde de la cuisine. Et maintenant, après y avoir participé, qu'est-ce que vous pensez de l'émission ? Quel est votre bilan de votre parcours ? Mon bilan du concours Top Chef sur la 11e saison est très positif. Vous avez tout gagné, vous avez dit, je crois. Oui, j'ai tout gagné dans ce concours. Quand vous êtes parti, je suis parti, j'ai été éliminé. C'est le jeu, hein. Faut pas oublier que ça reste un jeu. Mais je suis parti et c'est vrai que j'ai tout gagné. J'ai eu tellement de compliments de la part des chefs. J'ai fait de très belles réalisations, il y a eu de très belles assiettes sorties. Donc je suis très content, je ne pars pas sur une réelle défaite, quoi. Réellement, j'ai tout gagné. Oui, parce que vous avez gagné en plus des épreuves. Au-delà d'avoir acquis de l'expérience, peut-être avec le chef Hélène Darroze, mais vous avez gagné des épreuves en plus. Oui, tout à fait. On a gagné l'épreuve à La Rochelle sur un coup de cœur du chef Christopher Contenceau qui a eu 3 étoiles. Donc ouais, on a gagné. Il y a eu vraiment de belles assiettes, de très beaux compliments de la part des chefs qu'on a rencontrés. Et non, j'en garde que du positif. Vraiment, au final, non, j'ai rien perdu. Qu'est-ce que vous changeriez si, dans les épreuves que vous avez faites, qu'est-ce que vous changeriez s'il y avait des choses à refaire ? Vous enlèveriez les huîtres du plat qui vous a éliminé. Oui, peut-être si je devais refaire ou revenir sur quelque chose, ce serait peut-être sur la dernière chance sur laquelle je me suis éliminé finalement. Ouais. C'est vrai que voilà, Top Chef saison 11, c'était l'audace. Ouais. Et je pense que j'ai été trop audacieux.
j'étais beaucoup trop audacieux pour le palais des chefs. Du coup, du riz de veau avec des huîtres, c'est ça, entre terre et mer. Voilà, ça m'a joué un peu des tours, mais voilà, je devais peut-être être un peu plus sur la réserve et être moins audacieux sur cette dernière chance. Il y a une différence entre regarder l'émission, ce que vous faisiez les saisons précédentes, regarder l'émission dans votre salon et y participer. Qu'est-ce qui est le plus marquant? On attend beaucoup. Enfin, comment ça se passe? Comment se passe un tournage? Ce qu'on n'imagine pas forcément quand on regarde ça tranquillement à la télé. Alors c'est vrai qu'un tournage de Top Chef, déjà c'est beaucoup plus facile dans son canapé. Hein. Ouais. Moi quand je regardais, j'étais beaucoup plus à l'aise dans mon canapé que sur le plateau. Il y a la pression. Il y a la pression. Puis c'est un rouleau compresseur. Hein. On n'a pas idée. C'est un rythme soutenu. On cuisine, on fait que ça. On pense cuisine, on dort cuisine, on pense qu'à ça. Mais c'est vraiment, c'est intense. C'est intense et il y a toujours la part de stress. Hein. C'est vrai quand on n'est pas habitué aux caméras. Quand on n'est pas habitué à avoir un journaliste en face de soi qui nous pose des questions, cuisiner en parlant. Ça va là maintenant? Oui, là maintenant ça va parce que j'ai pris un peu l'habitude, heureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est pas un exercice facile, c'est tellement plus simple dans le canapé. Hein. Vous étiez dans la brigade d'Hélène Darroze. Un mot sur ce chef emblématique. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous a fait d'être avec elle? La chef Hélène Darroze, ça m'a touché qu'elle m'ait choisi, hein, parce que c'était dans la continuité des choses. Hein. Elle est passée par la maison Ducasse, donc c'était un peu la continuité, parce que j'y suis passé aussi. Donc vraiment très touché et très content d'intégrer sa brigade. Et non, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Elle est bienveillante. Elle est vraiment bienveillante. Elle est toujours là pour nous conseiller et elle nous met jamais de barrière. Et pourquoi la cuisine? On revient un peu en arrière, hein, on sort de l'émission Top Chef, mais qu'est-ce qui vous a poussé à aller du côté des fourneaux? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce domaine-là? Ce qui me plaît dans le domaine de la cuisine, c'est le côté rigueur et un peu le dévouement, parce que c'est très proche des valeurs militaires en fait. Moi je suis quelqu'un d'assez carré et j'ai besoin d'un cadre en fait. J'ai toujours eu besoin d'un cadre dans ma vie et c'est vrai que le cadre militaire, c'était un cadre qui me convenait. Et c'est vrai que j'ai trouvé ce même cadre dans la cuisine. Tout en on parle de brigade d'ailleurs. Hein, ouais, et oui, complètement, on parle de brigade. Il y a toujours les grades. C'est identique que chez les militaires. Donc c'est un cadre que j'aime beaucoup. Et puis faire plaisir aux gens, faire plaisir à nos clients, c'est quelque chose de dingue. On fait un très beau métier. Quelles sont vos forces et vos faiblesses au niveau culinaire? Alors ça va être difficile de trouver des forces parce que c'est toujours difficile de porter un jugement sur soi. On n'est pas sous-chef pour rien quand même. Oui, c'est sûr. Mais après mes faiblesses, moi j'ai un truc que j'ai du mal à gérer, c'est le stress. Ouais. Alors, ça se voit peut-être un peu sur mes mains de temps en temps. Il n'y a pas de c'est vrai que le stress, c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup et que j'ai du mal à gérer. Après, mes forces, je pense mon bagage que j'ai derrière, mon expérience. Oui, parce que 30 ans, mais il y a quand même 13 ans de métier derrière. Il y a 13 ans de métier, oui. J'ai commencé très jeune, donc, et puis je suis passé par de très belles maisons. Donc voilà, je pense que mon point fort, mon expérience. Un mot sur le grill de l'hôtel de Paris où nous sommes, hein, dans ce lieu quand même magnifique. Quelle est l'âme un peu de ce lieu, du lieu, et puis peut-être aussi des cuisines? L'âme de ce lieu, du restaurant Le Grill, c'est sa vue à 360 degrés sur la belle Méditerranée. Ouais, c'est une vue extraordinaire. Moi, je m'en lasserai jamais. Hein. On a la chance d'avoir une partie de la cuisine qui est ouverte. Et c'est vrai que de venir le matin et de voir un peu le lever de soleil, ou même des fois on arrive à apercevoir le reflet de la Corse dans la mer, c'est un lieu extraordinaire. Et après, la réelle âme de ce restaurant, c'est la cuisine de Franck Cerruti. C'est une cuisine du cœur, une cuisine qui va vraiment à l'essentiel. Et on a la chance de cuire toutes nos viandes et tous nos poissons à la braise. Donc c'est vraiment l'âme et l'identité de ce restaurant, c'est la cuisson à la braise au charbon de bois. Et Monaco, qu'est-ce qui vous a... Parce que vous êtes de Paris, je crois. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à Monaco? Pourquoi être arrivé ici? Ce qui m'a amené à Monaco, c'est une opportunité. Ouais. Voilà, j'ai passé 10 ans au Plaza Athénée aux côtés de Philippe Marc. Pas mal. Donc voilà, quand on a 10 ans de maison, moi j'étais chez moi, j'étais beaucoup trop à l'aise. Ça restera toujours ma maison de cœur. Hein. C'est une maison que je trouve extraordinaire et j'y ai passé vraiment de très belles années. Mais il fallait se lancer des défis. Il faut pas rester sur ses acquis, surtout dans le métier dans lequel on fait. C'est en perpétuelle évolution, il faut tout le temps innover et pour ça il faut changer, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Et voilà, et quand j'ai annoncé que je voulais partir, voilà, ça reste un peu le groupe Monsieur Ducasse. Donc voilà, mon CV est parti, il est arrivé jusque là et voilà, je suis là aujourd'hui. Donc
Non, c'est cool, c'était une opportunité et vraiment j'ai accepté de suite. Hein. Et vous vous sentez bien ici à Monaco? Oui, on se sent très bien, on a le soleil, la luminosité. on est bien mieux qu'à Paris quand même, le cadre de vie. Non, le cadre de vie est dingue, même d'ailleurs ça se ressent. Moi je suis beaucoup moins stressé depuis que je suis arrivé sur la Côte d'Azur. Jean-Philippe Béens, merci d'avoir répondu à mes questions. On va peut-être vous voir d'ailleurs prochainement dans Top Chef, parce qu'il me semble que les participants qui ont été éliminés souvent sont dans les finales. Donc peut-être qu'on vous y verra, on va regarder ça avec attention. Continuer à suivre. Voilà, on suivra. Merci beaucoup. Merci. Il est temps à présent de nous tourner vers les cartes météo de ces prochains jours. Jeudi, la journée sera généralement nuageuse. Du matin au soir, il fera de 11 à 14 degrés. La même chose est prévue pour vendredi, des nuages et encore des nuages. Le week-end sera globalement lui aussi nuageux. Le soleil pourrait quand même montrer le bout de son nez. Une amélioration est réellement prévue à partir de lundi et mardi avec un soleil plus généreux. Quant aux températures, elles varieront entre 6-8 degrés le matin jusqu'à 12 voire même 15 degrés dans l'après-midi. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente semaine sur Monaco Info.